Quel pouvoir a donné à un jeune homme, à peine âgé de 20 ans, le courage de défier le plus puissant empire de la Terre? Pourquoi seulement 47 000 guerriers macédoniens restèrent-ils inébranlables face à plus de 100 000 Perses, armés de cavalerie tonitruante, d'archers innombrables, de chars meurtriers et d'éléphants de guerre gigantesques? Par quel miracle la force la plus réduite ne s'est-elle pas effondrée sous une telle puissance écrasante? Quel secret du commandement, quelle étincelle de génie permit aux faibles de surpasser les forts et de renverser le cours de l'histoire elle-même? La réponse se trouve dans l'affrontement de deux mondes. Alexandre de Macédoine contre Darius de Perse. Et pour comprendre comment le destin s'est forgé à Gaugamel, nous devons revenir à la tempête qui les mena sur ce champ de bataille. L'affrontement était inévitable. Depuis des années, l'Empire perse dominait le monde comme la puissance la plus vaste, la plus riche et la plus redoutée. De la mer Égée jusqu'aux montagnes de l'Inde, il régnait sur des millions de sujets, contrôlait d'innombrables ressources et déployait des armées gigantesques face auxquelles ses rivaux paraissaient minuscules. À sa tête se tenait le roi Darius III, décidé à défendre son trône et à écraser un jeune prétendant qui osait le défier. Ce prétendant n'était autre qu'Alexandre de Macédoine, à peine 25 ans et déjà invaincu au combat. Il avait traversé l'Asie mineure, pris d'assaut les portes de Tyr et s'était fait proclamer pharaon d'Égypte. Ses victoires avaient humilié Darius et désormais, sur les plaines proches d'un village nommé Gaugamel, les deux plus grandes forces du monde antique allaient enfin se heurter. Les chiffres donnaient froid dans le dos. Darius avait rassemblé une armée colossale. Certaines chroniques antiques parlent de plus de 200 000 hommes, même si les estimations modernes évoquent plutôt 100 000. Les Perses alignaient de tout: cavalerie lourde, archers experts, chars à faux conçus pour faucher les rangs comme de l'herbe, et même d'effrayants éléphants de guerre, destinés à briser le moral de l'ennemi avant même le début du combat. Face à ce raz-de-marée, Alexandre ne commandait que 47 000 soldats. Une armée réduite, mais aguerrie. L'invincible phalange macédonienne, brandissant leurs saris de 5,5 mètres, dressée comme une forêt mortelle. Sa cavalerie, surtout les compagnons, formait une élite redoutable, loyale à son roi, et entraînée à exécuter chacun de ses mouvements avec une précision implacable. Force contre force, faiblesse contre faiblesse. Les Perses possédaient le nombre, l'espace et un champ de bataille choisi avec soin par Darius. Mais leur rang gonflé de levée manquait de discipline et d'expérience. Alexandre, lui, avait moins d'hommes, mais bénéficiait d'une unité solide, d'une rigueur militaire sans faille et surtout de sa plus grande arme, son génie. À l'aube, les deux armées se tenaient prêtes. Le destin des empires reposait sur cette journée. La puissance écrasante de la Perse allait-elle anéantir le jeune Macédonien? Ou bien la stratégie audacieuse d'Alexandre graverait-elle son nom à jamais dans les chroniques de l'histoire? La tempête était sur le point d'éclater. Darius avait choisi son terrain avec soin. Il savait que la cavalerie d'Alexandre était rapide, disciplinée et redoutable. Pour la contrer, il fit aplanir les plaines de Gaugamel, chaque fossé comblé, chaque irrégularité nivelée, afin que ses chars de guerre puissent déchaîner toute leur fureur. Les chars à faux, dont les lames fixées aux roues, étincelaient sous le soleil, ressemblaient à de véritables instruments de massacre. Pour les Perses, c'était le champ de mort parfait. Au matin du 1er octobre, 331 avant Jésus-Christ, l'armée perse s'étendait à perte de vue. Darius se plaça au centre même de son dispositif, juché sur un char royal, entouré par sa garde d'élite, les fameux immortels. À sa gauche, des vagues immenses de cavaliers et d'archers. À sa droite, d'autres escadrons prêts à envelopper l'ennemi. Et derrière eux, les éléphants dominaient les rangs, trompettant comme des créatures venues d'un autre monde. La ligne macédonienne, en comparaison, paraissait petite, presque fragile. Alexandre déploya ses 47 000 hommes dans une formation où la précision comptait plus que la masse. Au centre se dressait la phalange,
les sarrîs pointaient vers l'avant comme une muraille hérissée de lances. Sur son aile droite, Alexandre plaça ses plus fidèles, la cavalerie des compagnons, près de lui, car il comptait frapper au moment décisif. À gauche, son général Parménion commandait les cavaliers thessaliens, chargés de contenir la marée perse. À la tombée de la nuit, la différence entre les deux camps était saisissante. Au loin, le camp perse flamboyait de milliers de feux, une mer de torches s'étendant jusqu'à l'horizon. Les tambours résonnaient, les chevaux piaffaient, les soldats criaient, une démonstration de force destinée à terrifier l'adversaire. Dans le camp macédonien régnait un silence absolu. Les hommes affûtaient leurs armes, réparaient leurs armures et attendaient. Ils avaient combattu côte à côte depuis des années, du fleuve granique aux murailles de Tyr. Ils faisaient confiance à leur roi, et leur roi leur faisait confiance. Ce lien était leur plus grande force. Alexandre lui-même marchait parmi ses soldats, leur parlant doucement, rappelant que, malgré le nombre écrasant des Perses, ils se battaient pour la gloire, pour l'honneur, et pour inscrire leur nom dans l'histoire. Pour ces hommes, il n'était pas seulement un commandant, il était l'incarnation du destin. Le ciel nocturne, chargé d'étoiles, pesait sur la plaine. Deux armées, l'une immense et orgueilleuse, l'autre réduite mais inébranlable, attendaient en l'aube. Quand la première lumière caresserait les plaines de Gaugamel, le monde ne serait plus jamais le même. L'aube du 1er octobre se leva dans un silence si lourd qu'on aurait dit que le monde retenait son souffle. Puis vinrent les sons, le tonnerre des tambours de guerre, les éclats des trompettes, les cris de milliers de soldats. La bataille de Gaugamel venait de commencer. La cavalerie perse se lança la première, une mer de cavaliers déferlant sur la plaine. Des nuées de flèches obscurcirent le ciel, tombant comme une pluie meurtrière sur les lignes macédoniennes. Les boucliers résonnaient, les hommes grondaient, le sol tremblait sous la charge. Darius avait lâché tout le poids de son empire. Puis vinrent les chars. Des dizaines de chars à faux s'élancèrent, leurs roues armées de lames destinées à trancher Chéréos. Les chevaux hennissaient, les conducteurs fouettaient furieusement, et la plaine elle-même vibrait sous leur vitesse. Pour une armée inexpérimentée, c'eût été l'anéantissement. Mais Alexandre était prêt. À son ordre, la phalange macédonienne ouvrit soudain des brèches dans sa formation. Les chars, au lieu de faucher les rangs, s'engouffrèrent dans ces couloirs vides, où une pluie de javelots et de lances les accueillit. Les chevaux s'effondraient, les conducteurs tombaient, et ces machines de terreur devinrent des carcasses tordues. Ce que Darius pensait être l'arme décisive se brisa contre la discipline macédonienne. Mais la tempête ne faiblit pas. Sur l'aile gauche, la cavalerie perse pressa durement les Thessaliens de Parménion. L'affrontement fut d'une brutalité inouïe. Des hommes arrachés de leur selle, des lames scintillant dans le chaos, des sabots piétinant les corps. Parménion se battait désespérément pour maintenir sa ligne. Si l'aile gauche cédait, toute l'armée macédonienne risquait l'encerclement. Au centre, la phalange verrouillait ses boucliers, les sarrîs jaillissant en un rythme mortel. Les flèches heurtaient le bronze, les épées frappaient les hampes, la poussière montait, les cris résonnaient, et le champ se transformait en un maelstrom de sang et d'acier. Et au milieu de ce chaos, Alexandre observait avec les yeux d'un prédateur. Calme, calculateur, il attendait le moment où les Perses iraient trop loin. Son génie n'était pas dans la force brute, mais dans le timing, savoir exactement quand frapper. La première tempête était passée, mais la vraie bataille ne faisait que commencer. Le champ de bataille n'était que chaos, poussière, sang et tonnerre. À gauche, Parménion luttait désespérément contre le poids de la cavalerie perse. Au centre, la phalange tenait bon, ses sarrîs frappant comme un mur de fer. Mais les yeux d'Alexandre étaient fixés ailleurs. Il observait Darius. Le roi perse, dressé sur son char, lançait vague après vague contre la ligne macédonienne. Il croyait que la supériorité numérique finirait par les écraser. Mais dans son assurance, il avait trop étendu ses ailes. Sa cavalerie s'élançait au large, tentant d'envelopper les flancs d'Alexandre. Et c'est à cet instant que le piège se referma.
Alexandre donna le signal. Avec la cavalerie des compagnons à ses côtés, il obliqua brutalement vers la gauche, formant un coin acéré qui fendit la poussière. Les sabots martelaient, les lances s'abaissaient, et le roi lui-même menait la charge, à la pointe de ce dard humain. Ce n'était pas une retraite. C'était une lance dirigée droit vers le cœur de la Perse. Ils foncèrent sur l'ouverture entre l'aile gauche et le centre perse, avançant comme une flèche visant directement Darius. Les immortels, la garde d'élite du roi, se précipitèrent pour le protéger. Mais les Macédoniens les percutèrent avec une fureur irrésistible. Des hommes furent arrachés de leurs selles, des boucliers éclatés, les cris remplissèrent l'air. Et alors, l'impensable survint. Pour la première fois, Darius vacilla. De son char, il vit le jeune conquérant foncer vers lui, renversant tout sur son passage. La peur le saisit. Si Alexandre l'atteignait, l'Empire s'effondrait en un seul coup. Pris de panique, Darius tourna son char et s'enfuit. Sa garde tenta de couvrir sa retraite, mais le spectacle fut dévastateur. Le roi des rois, le maître du plus vaste empire que le monde ait jamais connu, fuyait. Une onde de terreur parcourut les lignes perses. Des soldats qui, quelques instants plus tôt, combattaient avec bravoure, hésitèrent de soudain, leur courage brisé. Le pari d'Alexandre avait porté ses fruits. En un seul coup de maître, il venait de renverser le cours de la bataille. Le destin des empires reposait désormais sur le chaos laissé derrière. Au moment où Darius prit la fuite, la bataille cessa d'être un affrontement d'armes pour devenir une tempête de chaos. Le centre perse, autrefois maintenu par la présence de son roi, commença à vaciller. Les soldats se retournaient, apercevant le char de leur souverain disparaître dans la poussière. La peur se propagea comme un incendie. Mais tous ne cédèrent pas à la panique. Sur l'aile gauche, la cavalerie perse se heurtait encore aux Thessaliens de Parménion. Le combat y était d'une sauvagerie indescriptible. Cheval contre cheval, homme contre homme, les épées résonnaient, tandis que les cavaliers s'empoignaient dans la poussière. Les lames transperçaient les chairs, les boucliers éclataient, les corps s'effondraient sous les sabots martelant le sol. Les Thessaliens se battaient comme des lions, sachant que s'ils cédaient, toute l'armée macédonienne serait encerclée. Au centre, la phalange macédonienne avançait pas à pas, ses sarisses perçant avec une précision mécanique. Chaque estocade arrachait une vie. L'infanterie perse, moins disciplinée, commençait à plier sous ce mur de fer qui la poussait inexorablement. Leurs flèches et leurs courtes lances ne pouvaient rien contre cette forêt de sarisses. Ce qui avait commencé comme une ligne de bataille devint bientôt un massacre. À droite, Alexandre poursuivait son assaut, taillant dans l'élite perse. Sa cavalerie des compagnons combattait avec une fureur implacable, abattant la garde de Darius. Chaque charge élargissait la brèche, chaque ennemi tombé accentuait la panique. La poussière et le sang emplissaient l'air jusqu'à étouffer le champ de bataille. Pourtant, même au cœur de l'effondrement, les Perses opposaient une résistance farouche. Certaines unités combattirent jusqu'au dernier souffle, décidées à mourir avec honneur. D'autres, piégés et encerclés, jetèrent leurs armes en signe de reddition, pour finir piétinés dans la confusion. La plaine de Gaugamel s'était transformée en cimetière. À la mi-journée, le champ n'était plus qu'un champ de ruines. Chats renversés et en flammes, éléphants affolés hors de contrôle, soldats dispersés dans toutes les directions. La glorieuse armée perse n'était plus qu'une ombre brisée, et Alexandre se dressait victorieux, son épée levée, ses hommes rugissant de triomphe. Contre toute attente, il avait anéanti la puissance de la Perse. L'empire de Darius s'effondrait sous les yeux du monde. Lorsque la poussière retomba enfin, la plaine de Gaugamel était méconnaissable. Là où se dressait jadis la fière armée de Perse, ne restait plus que des ruines. Chars brisés, boucliers éclatés, guerriers tombés et l'écho d'un empire défait. La bataille de Gaugamel était terminée. Les chiffres donnèrent le vertige. Des dizaines de milliers de Perses gisaient, morts ou dispersés, leur formation totalement détruite. Les Macédoniens, malgré leurs pertes et leur épuisement, n'avaient perdu qu'une fraction en comparaison. Contre toute attente, Alexandre avait accompli l'impensable. Il avait brisé l'échine du plus grand empire que le monde antique ait jamais connu.
Darius le III s'enfuit vers l'Est, abandonné par son armée, son prestige anéanti. Autrefois, roi des rois, il n'était plus qu'un fugitif, traqué jusque par ses propres satrapes. Moins d'un an plus tard, il serait trahi et assassiné par ses généraux, laissant à Alexandre le trône de Perse sans contestation. Pour Alexandre, Gaugamel n'était pas seulement une victoire, c'était l'accomplissement du destin. Il n'était plus simplement le roi de Macédoine. Il devenait le maître de l'Asie, héritier de siècles de rois perses, et un conquérant dont l'ombre s'étendait sur le monde. Du Nil à l'Indus, les terres tomberaient sous sa bannière. Mais l'héritage de Gaugamel ne s'écrivait pas seulement dans le sang et la conquête. C'était le début d'une nouvelle ère, l'époque hellénistique, où la culture, la langue et les idées grecques allaient se répandre bien au-delà de la Méditerranée, en se mêlant aux traditions de l'Orient. Une époque née du choc des civilisations, du courage d'hommes qui avaient tenu tête à des forces écrasantes. Ainsi, la bataille de Gaugamel entra dans la légende. Ce n'était pas seulement une lutte pour des terres ou pour le pouvoir. C'était le moment où le destin des continents bascula, où un jeune roi prouva que le génie, la discipline et le courage pouvaient triompher du plus puissant des empires. Le monde après Gaugamel ne serait plus jamais le même.